Bonjour à tous, nous sommes ravis de poursuivre ces rencontres des Gobelins sur la question des enjeux d'art textile et plus particulièrement sur un métier en voie de disparition mais qui est essentiel pour une industrie textile, qui est metteur en carte pour métier à tisser. En fait, on va rentrer dans le détail lors de cette séance, mais c'est un métier qui malheureusement a tendance à ne plus être transmis, d'où une volonté de faire partager ce savoir-faire français et des métiers d'art. Donc deux interventions aujourd'hui, une intervention de Muriel Barbier d'abord. Muriel Barbier est en troisième cycle, a fait une thèse, est diplômée d'une thèse en troisième cycle de l'école du Louvre et de l'Institut national du patrimoine. Elle est conservateur du patrimoine et responsable des collections textiles au Mobilier national, chef de service de l'inspection. Elle a participé à de nombreuses publications, nombreux catalogues d'expositions comme le Théâtre à la Renaissance, Être et paraître à la vie aristocratique au XVIIIe siècle ou encore Musique à la Renaissance. Et elle est donc spécialiste des arts décoratifs et des intérieurs textiles dans les arts décoratifs. Et ensuite, nous aurons Guillaume Verzier, qui est entrepreneur. Il nous expliquera son entreprise depuis plus de 30 ans et ce qui le fait vraiment cheville ouvrière, si je puis dire, entre à la fois la création et une clientèle, et notamment l'importance de ces différents savoir-faire qui sont liés à l'industrie textile. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne écoute et à très bientôt. Muriel. Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis très heureuse de parler ici dans ce temple de la tapisserie d'un autre art textile et non des moindres, celui des tisserands, puisque bon, les manufactures nationales sont le royaume des lissiers. Et le tissage des tapisseries à la manufacture des Gobelins, à la manufacture de Beauvais, celui des tapis à la manufacture de la Savonnerie, procède d'une manière d'entrelacer les fils bien différente de celle mise en œuvre par les tisserands sur leur métier. Donc dans ce temple de la tapisserie et du tapis, il nous semblait important de parler d'un autre savoir-faire, celui du tissage des étoffes et bien sûr de tous les processus préalables à ce tissage. Donc aujourd'hui, la question du dessin et de la mise en carte. Dans quelques temps, nous parlerons aussi des questions de teinture. Et nous verrons à quel point les métiers liés à l'art du tissage des étoffes ont eux aussi des spécificités propres et des savoir-faire à défendre, comme ceux du domaine de la haute lisse ou de la basse lisse. Alors avant de rentrer dans le détail, je pense qu'il n'est pas inutile de faire un petit rappel de vocabulaire et des termes employés, puisqu'il y a souvent un hiatus entre le langage courant et la partie un peu plus technique des métiers, puisque dans le tissage, il y a les matières d'une part et la manière dont les matières sont mises en œuvre pour créer le tissu. Les matières à l'origine des fibres textiles peuvent être naturelles, issues de la laine, de la soie, ou encore végétales, comme le coton, le lin, le chanvre, la ramie, etc. Elles peuvent être aussi artificielles, c'est-à-dire fabriquées à partir de la cellulose, ou synthétiques, donc créées par la combinaison de produits chimiques qui sont souvent des dérivés du pétrole. Alors pour illustrer ceci, je vous montre une petite vue d'une fleur de lin, de petits moutons qui produisent de la laine, du bombix, du mûrier avec son ver à soie, qui donc fournissent les matières destinées à être ensuite transformées pour obtenir un fil mis en œuvre par différents procédés. Et il existe en réalité 3 procédés pour fabriquer un tissu. Le tissage, qui est fabriqué sur un métier à tisser, donc avec 2 séries de fils perpendiculaires qui s'entrecroisent sur un même plan. Le tricotage, qui consiste à tordre le fil en boucles, des boucles qu'on appelle mailles, et ça, le tricotage est bien connu de tous. Et enfin, les non-tissés, qui sont des voiles, des nappes de fibres, réparties directionnellement ou de façon aléatoire, et dont la cohésion interne est assurée par des méthodes mécaniques, physiques ou encore chimiques. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est uniquement du tissage plutôt que nous allons parler.
Le tissage est, comme vous le savez, pratiqué de longue date par l'humanité. On en a des traces dans l'Égypte copte, chez les Péruviens, les Incas, etc. La gravure que vous voyez à l'écran, qui date de la Renaissance, nous montre un tisserand à son métier, un métier à pédale avec ses fils de chêne placés de manière horizontale et entre lesquels il va passer la navette. Je reviendrai à cette technique. Mais avant d'arriver à ce moment du tissage, donc comme je l'évoquais, différentes étapes préalables de préparation de la fibre textile dont la teinture sont nécessaires. Alors, nous sautons toutes ces étapes préalables de préparation pour arriver au tissage. Et avant d'aborder la question de la mise en carte, je voulais revenir sur les principes de base d'un tissage par rapport à la tapisserie que l'on connaît bien ici dans cet enclos des Gobelins. Le principe fondamental du tissage est donc d'avoir deux groupes de fils, les fils de chêne et les fils de trame. Dans le domaine de la tapisserie et du tapis, les trames recouvrent intégralement les chaînes, et les chaînes sont donc une sorte de squelette, tandis que les trames participent du décor. Et donc, dans le tissage des étoffes, en revanche, les chaînes et les trames jouent un rôle pour élaborer le décor. Ça, c'est la grande différence. Les chaînes sont apparentes à différents moments quand elles sont appelées pour constituer le décor. Alors, je vous montre un schéma très simple qui est proposé par le Centre international d'études des textiles anciens de Lyon. Donc en noir, vous avez les fils de chêne, et en grisé, une représentation du fil de trame avec un principe tout simple là, de fil pris et sauté pour les chaînes par les fils de trame. Donc chaque combinaison de croisement des fils de chêne avec les fils de trame est dérivée d'une des armures fondamentales. On a donc trois principales armures. La toile, et c'est le schéma que vous avez à l'écran, la toile qui est appelée taffetas lorsqu'elle est faite en soie, le sergé et le satin. Alors, avançons un petit peu dans le détail. Sur le métier, les fils de chêne sont réunis et enroulés sur l'ensouple que vous apercevez ici à la lettre A. Cet ensouple reçoit la tension nécessaire pour permettre de tisser, et pour chaque duite insérée, l'ensouple déroulera une même longueur de fil. Alors, le terme de duite désigne la longueur de fil de trame inséré entre deux lisières, c'est-à-dire dans la largeur du tissu par la navette. La nappe de fil venant de l'ensouple est subdivisée par cet élément-ci qui est la baguette d'envergure que vous voyez ici. Et grâce à cette envergure, fil à fil, on prévient à l'enchevêtrement des fils lors d'une rupture, par exemple, et de cette façon, le tisserand peut aisément retrouver le fil exact à nouer et sa place occupée dans la nappe. Alors, si on avance un petit peu, les fils de chêne donc, qui viennent de cet ensouple, après l'envergure, sont répartis dans les lisses, qui sont figurées à la lettre F ici. Les lisses sont soutenues par des lames, donc à la lettre C, et ces lames sont animées par un mouvement de haut en bas. Quand une lame descend, tous les fils rentrés dans les lisses de cette lame baissent dans le même sens, tandis qu'inversement, le mouvement semblable sera effectué par l'autre lame. Ainsi, la nappe de fil venant de l'ensouple se sépare et crée une ouverture qu'on appelle la foule ou le pas. Et c'est dans cette ouverture que passe la navette, ici à la lettre I, la navette entraînant la trame. Donc le fil de trame est sur cette navette. Et en traversant le pas, la navette glisse sur le seuil du battant et est guidée par le peigne.
Donc, une fois la navette sortie de l'autre côté, la foule se ferme, la duite est pincée entre les fils de chaîne de la nappe supérieure et ceux de la nappe inférieure, et le battant, animé par un mouvement de va-et-vient, s'avance et tasse la dernière duite contre l'étoffe grâce au peigne fixé sur le dit battant ici. À mesure donc, que le tissu est formé, il est entraîné par le rouleau d'appel et s'enroule donc à l'enrouleur. Alors voilà un petit peu le schéma de base. Il existe donc les 3 armures que j'évoquais tout à l'heure, donc l'armure toile, l'armure sergée et l'armure satin. Pour la toile, dont vous voyez le schéma en haut à gauche de l'écran, il s'agit de la croisure la plus simple et la plus ancienne de toutes les armures existantes. Tous les fils pairs ont le même mouvement, tandis que tous les fils impairs font le mouvement inverse. Et donc, lorsque les fils pairs sont levés, les fils impairs sont baissés, et ainsi de suite. Donc, chaque fil et duite est alternativement visible à l'endroit et à l'envers. Et donc, en général, l'envers et l'endroit sont identiques. C'est un simple dessus-dessous. Le sergé, dont vous voyez un schéma en bas à gauche de l'écran, est une armure réalisée en décalant le prix par fil d'un point pour chaque duite successive. Donc, en conséquence, une sorte de côte oblique est ainsi créée par ce décalage, qu'on appelle aussi décochement. Donc, l'endroit du tissu, en général, dans le sergé, est inverse de l'envers. Pour rendre la chose peut-être plus claire, le sergé est l'armure utilisée pour le tissage des jeans. Le satin, dont vous avez un schéma en haut à droite de l'écran, donc pour cette armure satin, le décochement par duite sera de 2 ou plusieurs points selon l'importance du satin. Et les points de liage sont plus séparés que pour les autres armures. Il en résulte une plus grande présence des duites à la surface de l'étoffe et donc une plus grande brillance, en particulier lorsque le satin est fait à partir de soie. Donc, à partir de ces armures de base, peuvent être tissés ce que l'on appelle des tissus façonnés, qui associent les différentes armures et qui donnent naissance à des étoffes appelées damas, lampas, brocatelles, par exemple. Les tissus peuvent aussi être ennoblis par de la broderie, donc un ajout à l'aiguille de fils de soie ou de différents matériaux, une broderie d'application qui peut être des ajouts de pièces d'étoffe en plus sur la pièce initiale, ou des traitements après tissage comme la moire qui consiste à écraser les fibres les unes sur l'autre de manière très, très schématique. Alors, bon, une fois ce préalable évoqué, donc on a tous ces principaux schémas en tête que l'on peut combiner pour obtenir des étoffes beaucoup plus complexes que celles qui sont schématisées à l'écran. Pour obtenir ces étoffes complexes, façonnées, il a été nécessaire de modifier ou de perfectionner plutôt les métiers à tisser. Alors, à l'écran, vous voyez un métier à tisser encore relativement simple qui est conservé au Volkskunstmuseum de Innsbruck, qui est ce qu'on appelle un métier à cadre et à pédale. Et donc, ce type de métier ne permet pas de tisser des étoffes façonnées, ni d'obtenir des motifs autres que des rayures, des chevrons, donc des motifs relativement simples. Ce type de métier à cadre et à pédale se retrouve également représenté dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui reste une source intéressante pour comprendre l'évolution du tissage. Et c'est encore donc ce type de métier à cadre et à pédale qui est reproduit ici, donc qui permet de tisser les armures de base. Le métier qu'on appelle métier à la tire, a été inventé pour permettre de tisser des motifs complexes dans lesquels il fallait soulever jusqu'à 100 combinaisons de chaînes à différents moments du tissage. Un métier à la tire est équipé de cadres ou de lames qui se lèvent et se baissent, et en plus d'un harnais qu'on appelle harnais de tire. Et ce harnais de tir forme le dessin et est actionné par une personne supplémentaire. Cette personne supplémentaire porte le nom de tireur ou tireuse et travaille de concert avec le tisserand. Donc le tisserand actionne au même moment les cadres et lames grâce aux pédales, lance sa navette
et tasse les duites. Le nombre de combinaisons possibles est donc beaucoup plus grand avec cet ajout de harnais de tir. Alors voici, je ne sais pas si c'est très clair à l'écran, voici à quoi ressemble, pris depuis le harnais de tir, un métier à la tire, à la grande tire en l'occurrence. Donc vous avez à l'arrière-plan le métier à tisser et donc toute la zone où travaille le tisserand, avec le lance souple à l'arrière, et le harnais de tir qui se trouve ici au premier plan et qui est ce groupement de fils un peu spectaculaire sur lequel je vais revenir. Alors, le métier à petite tire a été introduit par Jean Le Calabret à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, et permettait donc de faire d'abord des textiles à petits motifs. En 1620, Claude Dangon introduit en France depuis l'Italie le métier à la grande tire qui comportait 2400 cordes au lieu de 800 du métier à petite tire et permettait un tissage de dessin de grande dimension. Donc c'est ce métier, un de ces métiers à la grande tire que vous voyez à l'écran et donc qui est toujours monté d'ailleurs à la maison des Canuts de Lyon. Le harnais de tir était équipé de cordes de rame, de samples, de lattes, de toute une série d'éléments en bois et en cordes. Les samples étaient sélectionnés suivant le motif à exécuter et sécurisés par un lac. Ce qu'on appelle le lac, en fait, c'est en langage commun une ficelle solide. Et le tireur tirait la ficelle et le harnais de tir se levait. Donc, grâce aux cordes de rame et aux cordes de rame attachées aux lisses, suivant le motif. Au même moment, le tisserand actionne ses pédales et lance sa navette. Donc la synchronisation des deux artisans est essentielle et doit être parfaite, sinon on obtient des erreurs au long du tissage. Alors vous pouvez voir ici Philippe Varenne, qui est un tireur de lattes pris en photo à la Maison des Canuts, ça devait être en 2015, donc qui est en train d'actionner les lattes de son harnais de tir pour soulever les bons groupes de chaînes en même temps que le tisserand passe la navette, ce qui permet donc de faire le dessin. Ce métier à la tire se retrouve lui aussi dans l'ouvrage, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dont nous avons une reproduction ici. On nous donne l'élévation géométrale du devant du métier, donc là on est sur la face à l'emplacement du tisserand en quelque sorte, et vous avez donc tous les éléments du harnais en partie supérieure, donc qui est un peu plus simple que celui que nous avons vu à la Maison des Canuts. Alors, préalablement à cette mise en action du métier, il y a évidemment tout un travail de montage du métier qui nécessite un schéma de montage spécifique pour assembler les lattes, donc ces ficelles, aux bons endroits avec les bonnes chaînes. Et donc ce schéma spécifique est aussi un schéma mental et demande une souplesse et une habitude intellectuelle pour concevoir le montage du métier à partir du dessin que l'on a eu du dessinateur et surtout en vue du dessin que l'on veut obtenir sur le tissu avec l'armure. Donc il faut réussir à faire correspondre ce schéma de montage du métier avec l'armure finale. Donc sur cette planche de Diderot à Lambert, vous voyez justement donc le schéma en question qui est justement préalable à la mise en carte. Donc là, nous nous trouvons au XVIIIe siècle et justement la mécanisation du tissage débuta en 1733, d'abord avec la navette volante de John Kay, qui est une invention permettant de lancer la navette automatiquement sur toute la largeur du métier, donc qui accélère finalement le travail du tisserand. En 1725, Basile Bouchon utilisait pour la première fois le papier perforé sur un métier à tisser, supprimant la complexité du sample, du rame, des cassins et des lattes.
Sauf que ce papier perforé est un petit peu fragile, donc il faut attendre un nouveau perfectionnement en 1728, avec Jean-Baptiste Falcon qui imagine de remplacer le papier par du carton perforé. Le système de Jacques Vaucanson en 1744 supprime le tireur de La, et chacune de ces inventions successives est un pas de plus vers la mécanique Jacquard. Alors, j'avais encore un schéma de Diderot et d'Alembert qui montre justement ces schémas de montage préalable pour le métier qui sont une transcription avec la représentation des fils de chaîne et des croisures qui est censée donc permettre de transcrire l'armure à partir du montage du métier. J'en reviens à Jacquard. En 1801, donc, Joseph-Marie Jacquard inventait un système de cartes perforées rendant possible le tissage de motifs automatiquement. Donc, au départ, c'était un système assez peu fiable, mais la mécanique Jacquard fut continuellement perfectionnée, en particulier par Albert Dutilleux et Jean-Antoine Breton. Alors, je vous montre à l'écran un petit modèle qui est une maquette, qui est le métier original de Jacquard conservé au Musée des Arts et Métiers, où on retrouve les lances souples et les fils de chaîne placés de manière horizontale, les pédales ici, et à la place de tout le système de tir, donc du harnais de tir, des samples, des cassins, etc., un système de cartes perforées qui est une sorte de commande informatique, pour faire simple, avec des pleins et des vides, qui est une sorte de langage binaire qui, comme un ordinateur, programme le métier à tisser. Je ne suis pas certaine que le parallèle avec l'informatique parle, mais finalement, le métier Jacquard est l'ancêtre du langage informatique. Donc, cette mécanique, en tout cas, elle est programmable et elle a rapidement trouvé sa place dans toutes les filières textiles, que ce soit de la laine, de la soie et du coton. Donc, au début, la mécanique permettait la réalisation de petites largeurs d'étoffe, de 110 à 220 crochets, et 200 ans plus tard, les mécaniques électroniques conçues sur le principe imaginé par Jacquard comptent plus de 6000 crochets, puisqu'on a des petits crochets qui entrent en jeu. Ces crochets sont repoussés quand ils ne sont pas dans le trou de la carte et basculent, et quand on appuie sur la pédale, le rouleau à section carrée qu'on devine ici tourne d'un quart de tour, et seuls les crochets verticaux et les fils de chaîne correspondants sont soulevés. Donc en fait, il joue ce rôle d'actionner les bons groupes de fils de chaîne que jouait le tireur de La auparavant. Donc évidemment, dans le monde industriel naissant du XIXe siècle, c'était un moyen d'avoir une personne en moins dans les ateliers et de rentabiliser en quelque sorte le tissage. Alors après ce parcours un peu rapide de l'évolution technique du tissage, je voulais m'arrêter avant de laisser la parole à Guillaume Verdier sur la question du dessin et du motif textile, donc nécessaire au préalable avant tout tissage, puisque le rôle du technicien textile est d'interpréter le dessin sur un tissu par un jeu de fils, par un jeu de textures, de couleurs, de contraste, de rythme, etc. Et donc son interprétation dépend aussi de sa maîtrise du tissage, de sa connaissance du tissage. Alors vous voyez à l'écran une vue qui a été aussi prise en 2015 à la Maison des Canuts. Au premier plan se trouve la mise en carte du textile qui est à l'arrière-plan. Donc on remarque que cette mise en carte est faite sur un papier qui a été préalablement quadrillé d'une certaine manière, et on remarque surtout que les couleurs de la mise en carte sont différentes de celles qui se trouvent sur le tissu à l'arrière-plan.
je vous montre une autre mise en carte pour une étoffe tissée en Angleterre, celle-ci sans doute. Non, attendez, pardon, c'est une étoffe tissée à Lyon, mais la mise en carte est conservée au Victoria and Albert Museum de Londres, où se trouve d'ailleurs un très beau fond textile. Donc c'est une mise en carte qui est datée de novembre 1769, où l'on retrouve là encore ce quadrillage préalable à l'arrière-plan. Donc le rôle du metteur en carte est en quelque sorte de coder le dessin pour le rendre compatible avec la technique du tissage. Et donc par les connaissances techniques de son outil, ensuite le technicien textile peut améliorer le dessin d'origine et entrevoir un nombre de possibilités à partir d'un seul concept de base. Alors pour rester à Lyon, voici en regard la mise en carte pour le velours prune chiné qui était destiné au Salon des ambassadeurs au château de Saint-Cloud et qui donc, est une des très belles réalisations de Camille Pernon et qui a finalement été utilisée dans la chambre de l'empereur au château de Fontainebleau, dont un retissage est visible actuellement au château de Fontainebleau. Donc vous voyez le résultat tissé sur la droite de l'écran. Et là encore, donc sur la mise en carte, on aperçoit à l'arrière donc tout un réseau de quadrillages sur lequel semble se détacher le dessin. Donc, de par les multiples contraintes techniques, la réalisation d'un nouveau tissu ou d'une nouvelle collection, si on parle en termes d'aujourd'hui, est assez fastidieuse et longue. Chaque nouveau développement de dessin exige beaucoup de vérification et d'ajustement. Et au début de la création d'un tissu, l'interprète du dessin se pose plusieurs questions qui détermineront évidemment ses choix de liage, d'armure et de couleurs. Donc les questions à se poser, ce sont recherche-t-on un effet de surface ou un effet de ligne? Souhaite-t-on des dessins à contours nets ou à contours flous? Quelles armures traduiront le mieux l'étoffe souhaitée? Doit-on favoriser la précision de la surface ou celle des contours, etc. etc. Alors pour essayer de rendre les choses, je l'espère, encore un petit peu plus claires, je vous montre donc à nouveau une mise en carte et le résultat en regard. Donc c'est une mise en carte avec son détail à gauche. Donc il s'agit d'une mise en carte réalisée sur un papier réglé 4-11. Donc la hauteur des carrés est divisée en 4 et la largeur est divisée en 11. Le metteur en carte doit bien peindre les croisements de fils prévus sur le tissu afin que le liseur puisse, à partir de ce document, percer les cartons. Et le mode de croisement des fils réfléchit différemment la lumière de l'art du metteur en carte, et donc tout l'art du metteur en carte, et de concevoir et prévoir ces effets d'optique afin de toucher à l'équilibre, et de jouer sur l'équilibre du tissu. Donc, en fonction du type de métier à tisser utilisé, la préparation de ces cartes se fait en plusieurs étapes. Évidemment, d'abord, le choix des types d'entrecroisement des fils, donc ce qu'on appelle les armures, pour remplacer chacune des sections du dessin, à savoir chacune des couleurs du dessin, appelées couleurs techniques ou couleurs théoriques, qui sont souvent différentes de celles obtenues, choisies pour le tissage. Ensuite, après le choix des types d'entrecroisement, la mise en carte proprement dite, donc qui est le transfert des types d'entrecroisement des fils choisis sur ce papier quadrillé. Et pour terminer, le lisage et piquage qui consiste à perforer les cartes. Donc les cartes sont perforées pour indiquer qu'à chaque trou dans la carte, un fil de chaîne sera levé lors du tissage. Alors aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué puisque la préparation des cartes est automatisée par les logiciels informatiques de création textile ou de fabrication assistée par ordinateur, CAO ou FAO. Et de plus, la perforation des cartes n'est désormais plus nécessaire puisque les systèmes électroniques industriels commandent directement la levée des lisses.
Et vous voyez à l'écran une mise en carte pour un tissu jacquard tel que peut en générer un logiciel informatique. Mais on conserve en partie dans la partie inférieure les schémas d'armure que j'évoquais au début de mon intervention. Donc, au bout du compte, après ce panorama un peu schématique, le metteur en carte est un chaînon essentiel pour l'élaboration d'un tissage, mais au-delà de son rôle, il y a aussi tout le travail préparatoire autour du dessin textile qui demande un savoir-faire expérimenté, et je crois que Guillaume Verzier va nous en dire beaucoup plus sur ce métier. Bien, bonjour, je suis Guillaume Verzier, je dirige la Maison Presles, un des derniers soireux de la région lyonnaise. Et donc je vais prendre la suite de Muriel Barbier pour parler de la mise en carte. Donc comme elle vous a expliqué, la mise en carte est l'étape nécessaire pour, en utilisant d'autres termes qui ont été employés, mettre en équation le dessin qui est à reproduire. On le voit sur l'image. Une photo de métier, on voit à droite, le métier de droite, une mécanique jacquard avec son carton, qui est un véritable carton, et puis une évolution sur le métier qui est au centre, l'évolution de Verdol, qui est une amélioration de la mécanique jacquard. Vous avez noté quand Madame Barbier a parlé, pour créer une étoffe, il faut passer des trames dans des chaînes, dans des fils de chaîne, dans une nappe de fil qu'on appelle la chaîne, et c'est en soulevant ou pas les fils de chaîne qu'on arrive à former le dessin et à mettre la couleur sur le dessin qu'on fabrique. Ça s'est fait pendant des décennies avec le tireur de lin, puis des évolutions successives techniques ont permis à Jacquard de mettre au point sa mécanique. Quand il y avait un trou dans le carton, on soulevait le fil de chaîne, la trame passait en dessous. Quand il n'y avait pas de trou, le fil de chaîne restait en bas, la trame passait en dessus et disparaissait. Verdol est arrivé là-dessus, a remplacé le carton par un papier, ce qui a permis des économies de place, des gains de temps considérables. Et puis, avec l'arrivée de l'électromécanique dans les années 60-70, et ça s'est développé sur le plan industriel, les électroaimants et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il n'y a plus de carton ou de papier proprement dit comme on connaissait du temps de Jacquard ou de Verdol, mais c'est un fichier informatique. Il y a un trou, il y a un, il n'y a pas de trou, il y a un zéro. C'est le principe de l'informatique, et IBM dans les années 40, je crois, en inventant la carte perforée, a finalement réinventé ce qu'avaient fait Vaucanson et Jacquard un siècle plus tôt. Alors, la mise en carte, en fait, c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, la mise en équation du dessin. Aujourd'hui, on voit un métier moderne, c'est la même chose. Il y a toujours le métier en bas, le harnais dont parlait Muriel Barbier tout à l'heure, qui est au milieu, et la mécanique qui est tellement grosse qu'elle est perchée en haut de la charpente. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une mécanique 18 000 fils. Je me suis fait plaisir, il y a une dizaine d'années, à commander ce prototype, qui est resté pendant 10 ans la plus grosse mécanique existante, qui nous permet de commander 18 000 fils dans une largeur de tissu, chacun individuellement. Donc les capacités de dessin sont quasiment sans limite. Le plus important, l'artisan de tout ça, c'est le metteur en carte, c'est le dessinateur. Dessinateur au sens de technicien textile. C'est pas simplement quelqu'un qui part d'une page blanche et fait une esquisse. Ça, j'allais dire, c'est relativement simple. Par contre, le dessinateur textile est capable de traduire une esquisse en un fichier de commande pour un métier à tisser. Et la première étape consiste à faire la mise en carte, c'est-à-dire à traduire le dessin sous forme de papier quadrillé, j'y reviendrai. C'était entièrement fait à la main, ça a été comme ça pendant des siècles, et ça a duré jusque dans les années, fin des années 70, début des années 90, le début de la mise en carte électronique. Donc vous avez
la photo d'Aimé Prel, petit clin d'œil à mon arrière-grand-père, puis à Thérèse Prel, ma grand-mère, qui ont passé toute leur vie sur leur table à dessin avec des pinceaux fins, des aquarelles à mettre en équation les esquisses. On voit le travail ici de reproduction d'un document de velours ciselé où carré par carré, sur le papier millimétré, on remplit et on prépare cette mise en carte. Et dans la mesure où ce papier quadrillé, pour simplifier, pas trop rentrer dans les détails, chaque colonne représente un fil de chaîne et chaque ligne représente un fil de trame, on imagine et on le devine ici, pour obtenir un dessin de, mettons, 10 cm de côté, sur la mise en carte, on est à 20, 30 ou 40 cm. On est obligé de travailler très très grossi. Et à chaque carré, à chaque croisement donc d'un fil de chaîne et d'un fil de trame, le dessinateur doit dire est-ce que la trame passe dessous ou dessus le fil de chaîne. Donc vous imaginez sur un grand dessin les heures et les heures qu'il y a à passer pour déterminer point par point quel est le cheminement. On voit un peu plus en gros style, là aussi, la réalisation d'une mise en carte à l'aquarelle traditionnelle, mise en carte traditionnelle d'un lampadaire en l'occurrence. Je reviens en arrière. Autre mise en carte, on voit bien très bien ce papier millimétré. Donc on voit sur la photo, on a un dessin qui est assez grand. Quand on voit le tissu, c'est une toute petite fleur qui est microscopique. Donc on a une découpure qui est très fine. On a des fils extrêmement fins et très nombreux. On est à 300 fils au pouce. C'est-à-dire que dans un pouce lyonnais, donc 2,7 cm, on a 300 fils de chaîne. Donc 300 fois dans ce pouce, il faut dire la trame passe dessous ou dessus tel fil. Et ceci pour chaque trame. Donc ces techniciens sont vraiment des gens d'une très très grande compétence. Et c'est des gens qui ont toujours été à la tête des entreprises lyonnaises, parce que les entreprises lyonnaises de soierie ont toujours eu un dessinateur à leur tête, parce que c'était la cheville ouvrière, c'était l'âme des entreprises. Le tissage, c'était une chose, la mise en carte, c'en était une autre, autrement plus complexe. Alors aujourd'hui, évidemment, tout ça ne se fait plus à la main, parce que les techniques évoluent, les possibilités, grâce aux ordinateurs, sont extrêmement étendues. Tout va plus vite aussi. Un client n'acceptera plus forcément d'attendre 3 ou 4 mois pour avoir sa mise en carte. Aujourd'hui, tout doit être fait pour avant-hier. Donc on travaille à l'ordinateur. Il existe quelques logiciels spécialisés dans le domaine. On utilise les mêmes que tout le monde, mais avec des techniciens qui sont formés à l'armurage, qui sont des gens qui ont pratiqué le tissage, qui sont à la base des gens qui ont été formés au tissage, et donc ils connaissent l'armurage beaucoup mieux qu'un simple utilisateur d'ordinateur. Voilà de près ce que donne par exemple la reproduction d'un document ancien où on voit au fond le tissu grossi et puis on voit cette forme en marron et bleu clair qui est le travail préparatoire de la mise en carte informatique. Et donc point par point, notre dessinateur ou notre dessinatrice, puisqu'on a 2 personnes, regarde point par point toujours le même principe. Est-ce que la trame passe dessus ou dessous la chaîne? Voici une mise en carte d'un dessin de Lalique. On voit la mise en carte, on reconnaît, on devine les colonnes verticales et les lignes horizontales, et on voit ici la réalisation. La mise en carte d'un motif du dessin est pratiquement aussi large que le dessin fini qu'on voit ici, qui fait 65 de large. On est donc très très agrandi. Même chose avec un dessin beaucoup plus récent, beaucoup plus contemporain, puisqu'il est de fin des années 30, la mise en carte et le dessin obtenu. Et c'est cette mise en carte qui permet
de déterminer donc la trajectoire de chaque fil, chaîne et trame, et de permettre de déterminer le nombre de trames, de placer aussi l'armurage, quand on transforme ça en carton, à partir des 3 armures de base évoquées par Muriel Barbier, en les combinant différemment, en jouant sur les matières, en jouant sur les croisures de fils, sur les coloris, on obtient des qualités d'étoffe qui peuvent être complètement différentes les unes des autres, et parfois d'une très très grande richesse. Voilà, c'est un travail de mise en carte toujours informatique qui était fait pour la restauration du Salon Doré de Malmaison. On reconnaît le motif, donc un motif assez riche, très coloré. Et là, bon, même avec l'ordinateur, c'est quand même un certain nombre de semaines de travail. Et on voit derrière le métier, on reconnaît le médaillon sur la fassure. Alors on tisse endroit dessous, pardon. On reconnaît le médaillon qu'on voit à l'écran sur la photo précédente. Et voilà le produit fini. Autre travail aussi, très important, au total ça nous a pris je crois 5 ou 6 ans, la reproduction d'une étoffe sur un siège de Marie-Antoinette qui est entre les mains du Metropolitan Museum. Il a fallu reconstituer le dessin à partir de la dépouille d'origine, combler les manques, et donc c'est un travail qui s'est fait complètement à l'ordinateur, mais à chaque fois en grossissant au maximum parce qu'on travaille au niveau du fil. Donc voici ce travail qui s'est échelonné sur des mois et des mois. La mise en carte terminée, soumise au client, avec le choix des couleurs. Une idée des trames nécessaires pour ce tissage. Il y a 37 coloris différents. Et on voit le tissage. Le tisseur a son poste de travail, donc on voit apparaître l'étoffe. Lui, devant lui, il a la fassure avec l'envers apparent et il passe ses espolins avec les différentes couleurs, les fils de chaîne étant commandés par le carton jacquard qui est directement issu de la mise en carte. Cette mise en carte, quand on l'imprime sur papier, elle est gigantesque. Le tissu est tout petit, il fait 54 cm de large sur 73 cm de haut. La mise en carte, elle est deux fois plus grande en largeur et en hauteur. Le siège en cours de réfection et le siège terminé. Donc, cette mise en équation, tout le tissu, il est dans cette mise en carte. C'est ça qui fait sa qualité, c'est le soin apporté. Et comme on travaille au niveau du fil, on peut, en combinaison les armures, en combinaison les matières, en combinant les coloris, on a une palette de possibilités absolument infinie là-dessus. Et c'est le metteur en carte qui décide. Le tisseur ne fait qu'exécuter ce qu'a prévu le metteur en carte. Quelque part, le tisseur est prisonnier de ce qu'a prévu le metteur en carte. Voilà donc un petit aperçu. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec l'électronique, avec les métiers modernes, tout ça c'est relativement démocratisé, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais des vrais metteurs en carte au sens de techniciens textiles qui connaissent les armures et qui soient capables, comment dirais-je, de faire un travail traditionnel, même en utilisant des méthodes modernes, sont très très peu nombreux. Aujourd'hui, ce qu'on appelle couramment un metteur en carte est quelqu'un qui est capable de scanner un dessin et l'ordinateur obtient un carton jacquard. Mais ça, c'est le vite fait, c'est pas cher. Un metteur en carte travaille au niveau du fil et ce travail qui est long et minutieux, même si aujourd'hui avec l'informatique est plus rapide que ça l'était du temps de ma grand-mère, il n'en reste pas moins que ce travail minutieux de reproduction, quand il est fait par un bon technicien qui connaît son travail, on a un tissu qui a beaucoup plus de relief, qui a beaucoup plus de vie qu'un dessin qui est simplement fait avec un scan sur un ordinateur.
Donc c'est la différence, si vous voulez, entre une entreprise qui travaille un peu correctement et qui a gardé ce savoir-faire, et puis le producteur de masse, j'allais dire, qui fait scanner son dessin, qui envoie ça d'un sous-traitant à l'autre bout du monde, qui fait tourner un programme, qui renvoie le carton le lendemain matin. Concrètement, ça se voit en tombée de métier. Il y a une différence. Les fils, les reliefs ne sont pas les mêmes. Les formes des fleurs, les formes des décors ne sont pas du tout, n'ont pas le même charme. Et c'est vrai que c'est un savoir-faire qui ne s'apprend plus malheureusement dans les écoles. Il n'y a plus de formation pour ça. Ça s'apprend sur le tas. Et ça s'apprend dans des entreprises qui ont encore ce savoir-faire. Malheureusement, elles ne sont plus très nombreuses. Alors, il y avait... je ne sais pas comment on va le retrouver, mais j'avais mis sur une clé la petite vidéo. Si on pouvait la retrouver... Parce que ça sera plus explicite. Vous voyez sur le fil de chaîne, là où le peigne bat, à la formation de l'étoffe, il y a des vides dans la chaîne. Ce que décide le metteur en carte, c'est à quel moment la chaîne se lève et se baisse, pour laisser passer la trame. Et c'est comme ça qu'on forme le dessin. Donc voilà ce que ça donne sur un métier moderne. Peut-être le repasser. Donc chaque ligne de votre mise en carte, c'est une trame qui passe. Et à chaque fois, il faut se dire, je passe dessus ou je passe dessous. Alors pour la petite histoire, ce tissage, c'est une mise en carte qu'on avait ancienne de Gallier et Gallien. Donc vous avez montré une photo prise à Londres. On a quelques mises en carte comme ça, on en a reproduit il n'y a pas très très longtemps. C'était des dessinateurs hors pair, de très mauvais tisseurs, mais d'excellents dessinateurs. J'avais une question par rapport à ce savoir-faire. Donc on voit bien qu'il y a une perte d'un savoir-faire, ou en tout cas il n'est pas encore perdu, mais non, il n'est pas perdu. Il est encore un peu il se raréfie, dirons-nous. Mais justement, le fait qu'il n'y ait plus ou de moins ce savoir-faire, du point de vue des créateurs, est-ce qu'ils se rendent compte encore des possibilités de création? Parce que si j'ai bien compris, on a les créateurs, on a les tisserands, et l'intermédiaire commence à être un peu moins nombreux, mais du coup, en ayant une perte de ce savoir-faire du metteur en carte, est-ce qu'il n'y a pas une perte aussi de cette appétence pour les créateurs on voit bien toute cette richesse visuelle de texture du textile. Est-ce qu'en gros, les créateurs d'aujourd'hui sont capables, sans connaître ce savoir-faire, sont capables de faire une telle variation dans la richesse du textile? J'allais dire, les créateurs, mais les clients d'une manière générale, n'ont pas forcément conscience que c'est possible. Mais quand on explique, certains le remarquent. Et je vois, les années passent, ça fait quelques années que je suis dans le métier, les gens s'y intéressent. Et quand on explique, quand on leur raconte l'histoire, on leur montre la différence entre un tissu plat et un tissu bien fait, certains s'intéressent, et je dirais ils sont plus nombreux aujourd'hui qu'ils l'étaient peut-être il y a 20 ou 30 ans. Parce que c'est vrai que c'est des petits détails, mais il y a encore des gens qui apprécient les belles choses et qui sont capables d'attendre et de payer pour ça. D'où l'importance des chantiers patrimoniaux, j'imagine, de pouvoir refaire un textile du 18e, du 19e siècle à l'identique,
donc retrouver sa fraîcheur, pardon, pas sa verdeur, sa fraîcheur colorée, c'était un bon moyen, une bonne médiation vis-à-vis du Alors le du public. patrimoine est une solution, mais enfin heureusement qu'on n'attend pas que le patrimoine, sinon ça ferait longtemps qu'on ne serait plus là. Mais il y a aussi dans des collectionneurs privés, des décorateurs, des gens qui apprécient les belles choses. Et on voit bien, on en a eu un exemple il y a quelques années avec le mobilier national, c'est que de reproduction en reproduction, vous nous avez confié une étoffe, on voyait bien que c'était ce que vous nous avez demandé de refaire n'était qu'une pâle copie d'un original qui était spectaculaire. Mais à chaque nouvelle reproduction, on avait un petit peu simplifié. Et à force de simplifier, c'est un tissu avec des personnages, les personnages ressemblaient à tout sauf à des personnages. Et quand on comparait avec l'original, dont on avait, c'était un peu le jour et la nuit. Alors c'est vrai, des gens ne font pas attention à ces détails. Puis il y en a d'autres qui apprécient les détails, mais qui ne s'en rendent pas forcément compte. Mais quand on leur met le doigt, on leur explique, quand on leur montre, ils sont capables de comprendre et veulent l'original plutôt qu'une mauvaise copie. Tant mieux. Donc c'est un peu pour ça, si vous voulez, je fais partie des derniers dinosaures qui ont maintenu un cabinet de dessin. Ça coûte cher, parce que c'est des heures, parce que c'est du personnel compétent, etc. C'est plus coûteux que d'aller faire un scan, faire une mise en carte en Inde. Ça coûte pas cher, ça fait ça dans la nuit. Mais un Gali-Galien bien fait, on en a fait un cette année, c'est waouh. Un Gali-Galien mal fait, c'est bof. C'est bof, oui. Tu as une question, Oui, je sais que vous avez un fonds d'archives conséquent, et est-ce que vous conservez, quel est un petit peu le volume de mise en carte que vous conservez dans vos archives chez Prel? En volume, on a toute une pièce où c'est tout rangé dans des tubes. Qu'est-ce que ça représente comme volume? J'en ai rien à dire. Je serais incapable de vous dire. Oui. Mais effectivement, toute une toutes les histoire, mises en tout un carte, on les patrimoine garde qui très, est là. très soigneusement parce que c'est quand même des pièces originales. Tout a été, enfin en grande partie, pas tout, malheureusement, on n'a pas encore pu tout faire, mais une grande partie a été informatisée et on ne travaille plus que sur les mises en carte informatiques. Parce que ces papiers, c'est des papiers fragiles, ils ont 100, 150, 200 ans parfois, quand c'est pas plus, et il faut les manipuler avec la plus grande attention. Donc, à l'heure actuelle, quelqu'un qui veut se former à ce métier, donc il n'y a pas de formation spécifique, mais il faut d'abord être passé designer textile ou d'abord tisserand. Je ne sais pas, comment peut-on accéder à ce métier actuellement? Alors aujourd'hui, il y a entre guillemets des formations de mise en carte. En fait, on forme des opérateurs en informatique. Ils savent utiliser des logiciels. Mais j'ai la prétention de dire que c'est pas parce que vous savez très bien utiliser InDesign ou Poincaré, qui est l'autre concurrent, qui sont aussi bons l'un que l'autre, c'est pas parce que vous connaissez bien l'utilisateur que vous connaissez la mise en carte. De mon expérience, un bon metteur en carte, et c'est l'expérience qu'on en a nous aujourd'hui avec les deux personnes qui sont à ce poste-là, c'est des gens qui ont tissé. Parce que eux, ils ont vu comment ça marchait. Je pense qu'apprendre ça par le dessin, ils auront beaucoup de peine à acquérir la connaissance du métier qui est incontournable. Quelqu'un qui a tissé pendant 2, 3, 4 ans, qui a manié des métiers, qui a manié des trames, qui a touché des fils, lui, il comprendra beaucoup plus vite. L'informatique, un programme, ça s'apprend, c'est pas bien compliqué. Partir du programme pour apprendre le tissage, le virage est plus difficile, à mon avis. Au niveau technique, lorsqu'une tapisserie est exécutée, il y a un kilotage qui est fait par le lissier. Comment vous pratiquez alors pour la longueur des fils, pour savoir tout est fait en automatique, ou le tisserand intervient encore? Alors en fait, pour ce qui est des calculs de consommation de matière, de chaîne, etc., c'est rarement le tissant qui le fait. C'est un service qu'on appelle la fabrication qui détermine, et c'est un rôle qui n'est pas si simple parce qu'on a des commandes de mètres de tissu et on achète des kilos de soie. Ouais. Bon, il faut
faut du calcul, il faut connaître la règle de 3, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, tout ça, ça a été informatisé. J'ai mis 10 ans à informatiser les programmes de fabrication. C'est vous dire l'ampleur du programme. Cela étant, il faut connaître, calculer un titre de fil, il faut savoir connaître les bases du mécanique, parce que faire confiance aveuglément à la machine, même avec des programmes bien fouillés depuis 10 ans, on décèle encore des anomalies. Et lorsque, lors du tissage, vous avez, je ne sais pas, on va dire une couleur jaune, le fil s'arrête, ça arrive à épuisement. Comment ça se passe au niveau de la machine? Parce que l'humain, lui, il reprend le fil, il le recharge sur sa broche, si vous voulez, en tapisserie. Mais vous, sur un métier mécanique? Alors sur un métier mécanique, les choses ont considérablement progressé. Du temps du métier navette, il fallait que la personne elle arrête le métier au bon moment quand elle arrivait en bout de train. Et puis bon, on a introduit des capteurs optiques qui arrivaient à déterminer, comment dirais-je, le fait que les spolins étaient vide. Et puis tout ça s'améliore. Aujourd'hui, les derniers métiers qu'on a reçus là, au mois de septembre l'année dernière, il y a des capteurs optiques qui arrivent à déceler non seulement la fin de la bobine de fil, mais en plus sont capables de déceler un défaut au milieu du fil. Donc ils peuvent, même si le fil est continu, s'apercevoir qu'il est trop fin ou il est trop... Donc on arrête le métier proprement, ça permet aux tisseurs de réparer, d'anticiper le problème et de redémarrer la machine. Ça progresse sans cesse, c'est impressionnant. Ouais, merci. À propos de la soie, la France n'est plus productrice de soie ou de façon extrêmement réduite. Vous avez une origine géographique spécifique, vous avez trouvé toujours de la soie de qualité? Comment ça se passe sur la matière première soie? Au niveau de la matière première, il y a deux grandes provenances. Je crois que le plus gros producteur mondial, c'est l'Inde. Mais tradition de Gandhi oblige, l'Inde ne vend pas de matière première, elle vend des produits finis. Donc elle n'exporte pas sa matière première, au contraire de la Chine. Donc le gros producteur mondial, l'exportateur mondial de soie brute, c'est la Chine. Et puis l'Amérique du Sud, depuis les événements de la place Tiananmen, l'Amérique du Sud est devenue un acteur non négligeable. Et il y a des tentatives en France de relocaliser ou de reproduire de la soie? Vous n'en connaissez pas? Alors il y a quelques élevages, je crois, encore dans les Cévennes, mais ça reste plus anecdotique qu'autre chose. C'est plus pour une utilisation locale pour le tourisme ou je ne sais pas quoi. Je crois qu'il y a des tentatives de réintroduire la soie qui, sans vouloir être pessimiste, mais de mon point de vue, sont totalement illusoires, dans la mesure où c'est une industrie extrêmement consommatrice de manœuvres. Et vu le coût des charges en Europe et en France en particulier, c'est voué à l'échec. Quand j'étais gamin, j'ai élevé un été des vers à soie. C'est le bagne. J'en avais 10. Hein. Mais quand il faut passer ses journées à aller chercher du mûrier pour les nourrir, nettoyer les machins, etc., j'imagine mal en France qu'on puisse, même payer au SMIC, relancer un élevage de soie, même si le climat s'y prête très bien. Parce qu'il y a des tentatives réussies de production de soie dans le Jura, chez les Suisses. J'ai vu un reportage sur YouTube. Donc, alors, c'est des quantités de l'ordre de kilos plutôt que de tonnes, mais ils arrivaient à produire une soie. Je veux dire, au point de vue climat, on a tout ce qu'il faut. Oui, au 19e, il y avait des élevages dans tout le sud de la France, tout le sud-est de la France. On en voit les traces encore sur le plan architectural aujourd'hui. Produire quelques kilos de soie, ce n'est pas un problème. Mais la consommation de soie est de quelques milliers de tonnes, à ma connaissance. On n'arrivera jamais à fournir, c'est pas possible. Merci beaucoup à tous les deux sur cet état des lieux d'un métier certes particulier, mais tout à fait fascinant. Merci beaucoup.